Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Runix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors, attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec iRun.fr et ASICS. Aujourd'hui, on est dans les locaux d'Iron à Paris et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Étienne Daguinos, vice-champion de France du 5000 mètres cet été. Alors salut Étienne, comment ça va ? Salut, ça va très bien et ravi d'être ici pour échanger un peu sur différents sujets. Alors ça fait, si je dis pas de bêtises, 4 semaines que tu as repris l'entraînement après une petite coupure, tout se passe bien ? C'est ça, 4 semaines là que j'ai repris la course à pied, donc tout se passe très bien, on est reparti directement dur à l'entraînement et la coupure a fait vraiment énormément de bien parce que la saison a été très très longue. Alors on va justement revenir sur tout ça pendant ce podcast. Déjà, merci à toi pour ta disponibilité. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Comme on a l'habitude de le faire désormais dans nos podcasts, je vais faire une rapide présentation te concernant. Donc tu as 23 ans, tu es athlète ASICS et athlète de l'équipe de France avec 2 sélections chez les seniors cette année. Tu as un record en 28-14 sur 10 km et en 2h1-39 sur semi. 1h1-39 sur semi. J'ai dit... pardon. 1h1-39 sur semi, effectivement, pardon. Et tu as terminé 6e lors des derniers championnats du monde de 5 km à Riga en octobre dernier. Exactement. Alors, durant ce podcast, on va revenir sur ta saison 2023. On va parler de ton quotidien avec les entraînements, les différents conseils que tu pourras apporter à nos auditeurs. Et évidemment, on va parler de ton sponsor ASICS et de tout ce qui comporte au niveau du matériel. C'est tout bon pour toi ? Parfait. Alors cette année, tu as battu absolument tous tes records, que ce soit du 5 km, 5000 mètres jusqu'au semi-marathon. Une saison réussie ? Franchement, une saison plus que réussie. Après, l'objectif, on va dire rêvé, c'était les championnats du monde sur piste à Budapest. J'ai pas eu le niveau pour, mais je suis totalement satisfait de ma saison. J'ai vraiment progressé sur toutes les distances. Même si je ne l'ai pas concrétisé sur du 1500 mètres par exemple, je sais que j'ai progressé, donc vraiment je suis ravi de ma saison et j'ai aussi progressé dans le sens où le sport de haut niveau et maintenant les saisons elles sont à rallonge et maintenant j'ai réussi à faire une saison qui a débuté début mai et qui a fini début octobre voire mi-octobre, donc vraiment plus que satisfait de cette saison. Ouais, justement, j'allais en revenir. Tu as fait une saison quand même très longue jusqu'à octobre avec le 10 km à Rennes, où tu as là encore battu ton record après quand même pas mal de mois d'entraînement et de compétition. Comment tu as géré tout ça ? Parce que c'est pas évident de faire une si longue saison. C'est ça, c'est pas évident, mais on sait qu'on sera amené à faire des saisons comme ça. Donc cette année, c'était vraiment une année test. On s'était fixé de faire une saison longue. Et donc, moi, je l'ai découpé en je sais pas exactement combien de phases, mais en gros, j'ai une première phase de compétition tout le mois de mai et début juin qui s'est terminée par la Diamond League à Paris sur le 2 miles. Et après, j'ai fait quelques jours de coupure, donc 3-4 jours. Et en fait, c'est cette période de coupure, mentalement, on reste dans on reste focalisé sur les objectifs, mais physiquement, ça nous fait énormément de bien. Donc, j'ai fait cette première phase de coupure. Après, je suis reparti à l'entraînement jusqu'au France Elite. Et ensuite, j'ai fait encore 6 jours, je crois, de coupure. Début août, du coup, ce moment-là. Pour attaquer la deuxième, troisième partie de saison. Ça dépend comment on le voit. Mais voilà, c'est vraiment ces jours de coupure qui sont hyper importants pour physiquement durer et ne pas se blesser. Et justement, rester en forme. Comme tu l'as dit, battre mon record, mon dernier jour de compétition après une saison à rallonge. C'est grâce à ces jours de repos. Alors, tu disais que ton objectif, c'était aussi Budapest. Tu avais d'autres objectifs cette saison en termes de chrono, de perf. Tu parlais de Paris, de la Diamond League. Est-ce qu'il y avait des objectifs comme ça ? Cette année, c'était vraiment passer un cap au niveau chrono. L'année dernière, j'avais fait 13,26. J'étais satisfait, mais il manquait quelque chose. Là, cette année, on s'était fixé déjà d'assurer moins de 13,20. Après, on voulait se rapprocher, moins de 13,15, se rapprocher des 13,10, pourquoi pas. J'ai fait mon record en début de saison, donc c'était déjà la première course, elle était vraiment, on va dire, parfaite en début de saison parce que
justement, on s'ouvrait les portes, comme tu l'as dit, des Diamond League. Et c'est hyper important dans la course au jeu, dans la course au point. Et donc, c'était vraiment ça qui m'a fait passer un cap dans la tête aussi. Enfin, d'entrée de saison, faire 13-15, c'était l'objectif vraiment du début de saison. Après, je ne l'ai pas concrétisé plus loin dans la saison, que ce soit avec les mondiaux. Mais j'ai passé des caps, comme je te l'ai dit à l'entraînement. Et ensuite, j'avais un deuxième objectif, c'était les championnats du monde de semi. Mais quand on a vu que pour les jeux, le 5 km route comptait, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Quand on a su qu'on n'allait pas à Budapest, l'objectif c'était les championnats du monde de semi. Et faire 6e, c'était incroyable. Alors, du coup, je rappelle, tu as fait le chemin du monde, c'était sur 5 km là pour le coup. Exactement. Avant de revenir sur tout ça, on va vraiment revenir au tout début de saison. On va faire vraiment un retour complet. Il y avait notamment en mars les championnats de France de cross. C'est sur le cross long, donc à Carré. Un cross très difficile. Tu finis 7e, 6e français. Et tu l'avais dit toi-même, au début, tu étais plutôt venu pour un podium, mais au final, il y a eu plus fort que toi, tu étais quand même satisfait. Avec du recul, comment tu analyses maintenant tout ça ? C'est vrai que maintenant, on va dire que j'ai passé un cap, que ce soit dans la tête ou physiquement, où si je me présente à un championnat de France de cross, c'est pour jouer devant, que ce soit pour la gagne ou le podium. À Carré, j'y allais pour ça. Le parcours me correspondait quand même relativement bien. J'adore la boue, moi ça m'amuse énormément. Il y en a qui voient de la boue, ils paniquent. Moi, on dirait un petit enfant qui joue dans la gadoue, quoi. Mais non, j'y allais vraiment pour faire un podium. Et au final, j'ai fait ma course. J'étais à mon niveau. Enfin, je ne considère pas avoir fait d'erreur. J'ai pris mes responsabilités pour, dès le début de course, lancer une course rapide. Après, voilà, des fois, on tombe sur plus fort. Je fais, voilà, comme tu l'as dit, 7e et 6e français. Devant, c'était plus fort, il n'y a rien à regretter. Et juste des souvenirs gravés. Franchement, c'était incroyable. C'est juste des souvenirs maintenant. Et surtout, on va retenir la semaine qui suit ces championnats de France. C'est le semi-marathon de Lille, ton tout premier semi. Et là, tu claques un gros 1h, 1h39. Ça, j'avoue que ça s'est décidé en cours de saison. Je crois que ça s'est décidé début février que j'allais courir sur un semi. Et en plus, c'était un pari risqué une semaine après un France de cross long. Donc, on sait qu'un cross long, c'est usant. Et certains, on dit que pour préparer un cross long, c'est une préparation semi sur la route. Et donc, on s'était dit, mais pourquoi pas tenter un semi ? Après, voilà, on était un peu dans l'inconnu. Déjà, la distance, la récupération. Et au final, franchement, je pense que ça a été, dans l'année, si je dois dire, mon top 3 des courses où j'ai pris le plus de plaisir, le semi. Il est dedans, c'est sûr et certain. C'était incroyable. Un effort que j'ai adoré et je sais que j'y retournerai. Et franchement, j'étais, je trouve, en tout cas, après coup et quand on a analysé, j'étais plus fort au moment du semi qu'au moment des France de cross. Et je pense que les France de cross, ça a été vraiment la dernière séance. Enfin, séance, je m'entends bien sûr, mais ça a vraiment fait monter le pic de forme. Et au moment du semi, j'ai rarement été aussi bien dans une course. Donc, tu étais vraiment au pic de ta forme au moment du semi. Exactement. Et comment tu as géré un petit peu Alors, tu le dis toi-même que la préparation était un petit peu c'était cohérent entre le cross long et le semi. Mais comment tu as géré un petit peu tout ça et ensuite la récupération après le cross, comment tu l'as géré ? Et du coup, j'ai commencé, on va dire, la préparation pour le cross à partir de mi-janvier. Et on a fait vraiment, si je dois retenir dans ma préparation, c'est 2 semaines. Il y a 2 semaines où je suis monté à 120 km dans la semaine, chose que je faisais jamais. D'accord. Et j'ai passé des séances où j'ai eu, notamment ma séance phare, entre guillemets, sur la piste, à 10 800 de volume. Donc c'était énorme, j'avais jamais, je pense, dépassé 8000. Et ça a été vraiment une séance où j'étais à l'aise dans des allures rapides. Et en fait, on a vraiment fait un choix où on s'est dit, on va sur un cross long, on va sur un semi, mais on n'est pas à faire beaucoup de kilomètres dans la semaine. Donc on a fait des choix où justement sur ce genre de séance, c'est des distances moindres au semi, mais on était sur des allures plus rapides. Et après, derrière, sur ma sortie longue, voilà, j'ai eu des sorties longues qui sont autour de 1h20, on était sur des allures plus lentes. Et en fait, de travailler un plus rapide, plus lent, au moment du semi,
J'avais jamais travaillé l'allure semi. Vraiment, je crois que l'allure, ça doit être 2,56, si je dis pas de bêtises, ou 2,57. Je n'avais jamais fait des 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à cette vitesse-là. Au final, c'est toujours plus rapide ou plus lent. Exactement. Et au final, on a vu que ça marchait énormément. Et après, voilà, pour la suite de la saison, on a gardé ça pour d'autres distances. Mais ça a été vraiment aussi un élément déclencheur où on a repéré une façon de s'entraîner qui fonctionnait énormément. Et après, comme tu as demandé, au niveau de la récupération, ça a été des choses simples. Le lendemain, je suis allé chez le kiné. Donc le lundi, j'étais chez le kiné. Ensuite, des footings de récupération, ça fait du bien de juste drainer, comme on dit. Et voilà, bien manger, la recharge glucidique qu'on avait mis en place avec mon nutritionniste. Et au final, j'étais super bien la semaine suivante. Donc tout avait bien fonctionné. Exactement. Et donc maintenant, c'est une distance, comme tu as dit, que tu as aimé, tu le referas. Est-ce que c'est une distance que tu referas déjà en 2024 ou pas forcément ? Je vais pas m'avancer, mais je dirais pas forcément. Pour le moment, il n'y en a pas au programme. Moi, c'est une envie que j'ai, mais voilà, j'ai une envie dès cet hiver. Ça risque d'être compliqué dans les choix que j'ai fait, notamment de pas faire les Europes de cross. Enfin voilà, j'ai fait des choix et des choix différents de d'habitude. Mais je pense qu'il y en aura un cette année. Ça sera sûrement plutôt fin 2024, sauf changement de programme pour cet hiver. Mais sinon, ça sera plutôt fin 2024. Parce que je pense qu'après la période des Jeux, il va falloir aussi s'amuser, faire de la route. Moi, ça m'amuse énormément. Donc voilà, je pense qu'il y en aura un cette année. Mais je peux pas dire de date pour le moment. Donc plus pour casser un petit peu la routine. En fait, c'est ça, c'est casser la routine. Ça rentre, le semi, ça rentre hyper bien dans une préparation de foncier. Donc, casser la routine, ça rentre dans la préparation, prendre du plaisir. Donc, je vois pas pourquoi on ferait pas. Et donc, en parlant de pistes notamment, la saison a continué donc avec ce qu'on a dit avant en mai, le meeting d'Hors de Game, où là, tu fais ton record perso sur le 5000, donc première course de la saison, en tout cas premier 5000 de la saison, record en 13-15. Ça a laissé présager de belles choses. C'est ça, on a été surpris, oui. Enfin, j'allais dire on a été surpris, mais quand je dis on, c'est mes entraîneurs et moi. Enfin, voilà, c'est juste pour... On a été surpris, oui et non, parce j'avais passé des très bonnes séances. Premier tour des interclubs, j'avais fait 3,40 tout seul. Donc on savait que j'étais en forme. Une semaine avant Hors de Game, ma dernière séance, c'était un 3000 au deuxième tour des interclubs. J'avais fait 7,54, je crois. Et donc c'était vraiment... On savait que j'étais en forme. Après, il faut le passer, c'est comme tout. Bien sûr. Et le 5000, moi j'ai mis du temps à l'appréhender. Voilà, comme l'expression qui dit on se casse les dents. Je me suis cassé les dents quelques fois sur les 5000. Mais ça fait un an que j'ai compris la manière comment courir un 5000. Et Hors de Game, ça a été vraiment c'était une course parfaite de début de saison. C'est pas passé vite. J'ai dû, moi, prendre mes responsabilités au 3000 pour relancer l'allure. Je crois que du 3000 au 3400, on doit faire un 61 ou 62 sur le 400. Donc des allures hyper rapides. Mais ça a relancé l'allure. Et au final, j'arrive à finir vite. Il m'en manque dans le dernier tour pour jouer avec un Yann qui fait 13-11. Mais on était satisfait. Après coup, un peu moins. Parce qu'on se dit, en fait, dès aujourd'hui, dès là maintenant, on avait 13-12, 13-11, peut-être 13-10 dans les jambes, dans une course mieux emmenée, donc avec des lièvres. Pour l'anecdote, le lièvre, je l'avais devant moi pendant les 2000 premiers mètres et j'étais en 5e position. Donc le lièvre n'était clairement pas à la bonne place. Ah ouais. Et il s'est enlevé en plein milieu. Enfin, vraiment, c'était pas une course idéale pour le chrono, mais on retient que des points positifs. J'étais un peu déçu après. Enfin, j'étais content et une semaine après, j'étais déçu. Enfin, c'était un mix où on savait pas trop, mais en même temps, je me sentais fort. Donc, en fait, après coup, c'était mitigé, mais on retient du positif. Et au final, est-ce que la forme n'était peut-être pas là, peut-être un peu trop tôt au final, parce que vu qu'en mai, tu bats déjà ton record et tu fais un 13-15, est-ce que la forme n'était peut-être après coup pas là trop tôt ? Peut-être. Non, on pense qu'on a fait des erreurs dans nos choix de compétition.
Des erreurs, oui et non, parce que ça nous servira pour la suite. J'ai pu découvrir le 10 000. Enfin voilà, en fait, on s'est un peu éparpillé. Et on pense plutôt que ce qui a été dur à encaisser dans ma saison, c'est le 10 000. Donc c'était une semaine après le 5 000. Et c'est vraiment ça où ça a laissé des traces physiquement. Enfin voilà, j'ai mis du temps à retrouver une bonne forme. Donc je sais pas si la forme était trop tôt ou si c'est plutôt des mauvais choix tactiques. Parce qu'effectivement, ce 10 000 mètres là, c'est la Coupe d'Europe par équipe. Donc, qui a eu lieu une semaine après ton 5 000. Là, tu fais 16e de la course en 28,42. Tu le dis toi-même, c'était une course très irrégulière. Un 10 000, ça laisse forcément encore plus de traces qu'un 5 000 mètres. Donc, c'est vraiment cette course-là qui a pêché un petit peu sur le reste de la saison. Je pense que oui. En plus, ça a été une course, voilà, comme tu as dit, irrégulière. Et avec la fatigue que j'avais musculaire de la semaine d'avant, je pense que ça a été plus dur pour moi d'encaisser une course comme ça qu'une course régulière. Et je l'ai senti aux 8000 mètres. Je peux même pas décrire la douleur dans mes jambes. Enfin, musculairement, j'étais vraiment mort. Et il n'y a pas d'autre terme. Enfin, j'avançais plus. Et je pense que c'est en plus cette façon de courir qui a fait que derrière, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et je considère être revenu à mon niveau qu'en septembre. Après, c'était aussi ta toute première sélection en équipe de France senior. Je pense que c'est une sélection qui se refuse pas trop. C'est une sélection qu'on ne refuse pas. C'est même moi qui en ai fait la demande parce que j'étais motivé à courir un 10 000. Donc c'est des mauvais choix tactiques, mais on ne peut pas regretter. Et comme j'ai dit, ça nous sert de leçon pour la suite de la saison et pour les années à venir aussi. On sait de quoi on est capable. On sait ce que c'est le 10 000 maintenant. Et si on retourne sur 10 000, ça sera vraiment pour le chrono. Et on l'abordera d'une façon différente, avec peut-être moins de courses avant. Peut-être on sait qu'il faut couper derrière. Enfin voilà, ça nous sert. Ça nous servira. Et j'avais pas le niveau pour aller à Budapest, donc il n'y a rien à regretter cette année. Bon, au final, une 3e place par équipe ce jour-là, c'était quand même une belle expérience. C'était franchement une expérience incroyable. En plus en France. J'en garde des trop bons souvenirs. Enfin, voilà, on avait une bonne équipe, c'était hyper sympa, tout le monde s'est battu pour le maillot. Au final, une médaille pour ma première sélection chez les grands, comme on dit. Moi, je valide. Alors, on parlait justement de ces enchaînements de compétition. 6 jours seulement après ce 10 000 mètres-là, tu fais ta première Diamond League à Paris. C'était sur le 2 miles. Où là, tu termines en 8,31. Tu es à même pas 10 secondes du record de France, qui date il y a maintenant quelques années. Tu étais pendant plus de 2 km sur les bases de ce record. C'était au final une bonne course pour toi? Une bonne course, je sais pas, mais c'était une opportunité que je pouvais pas laisser passer dans la course à la qualification pour Budapest. C'est-à-dire que la Diamond League allait pouvoir potentiellement me ramener beaucoup de points. Et parce que je sentais que j'avais pas les jambes pour faire moins de 13,7 cette année. Donc il fallait passer au ranking. Et une Diamond League, ça apporte énormément de points. On n'a pas l'occasion d'en courir tous les jours. Le seul 5000, je crois qu'il y a eu derrière, en tout cas d'accessible pour un athlète comme moi, c'était Monaco. Et Monaco, ça n'avait aucun sens d'y aller. Qu'on a vu sur les bases, qu'on a vu la vitesse où ça a couru. Ouais. Mais c'est une course super intéressante. J'étais déçu parce que j'avais pas la forme que je voulais. Mais on était aussi content d'avoir fait ce choix parce que j'ai découvert ce que c'était une Diamond League, l'ambiance qu'il y avait. Le stade Charletti, je sais plus, c'est 17 ou 18 000 personnes. L'ambiance, c'est assez impressionnant. Et ça m'a fait découvrir une Diamond League. J'ai couru à Paris. Enfin, c'était juste, c'est encore des souvenirs gravés. Et voilà, on a tenté et au moins on regrette rien. Et en plus, dans une course où on a vu un certain Jakob Ingebrigtsen qui bat le record du monde, je pense que ça doit être quelque chose. C'était quelque chose et l'ambiance qu'il y avait pendant la course, c'était pas forcément pour moi, ça, loin de là. Mais on sentait le public qui, au fur et à mesure de la course, ça montait. En fait, j'avais même pas besoin de regarder où il était. Je savais qu'il était sur la base du record du monde, vu l'ambiance.
Donc c'était incroyable. En tout cas, même si le public scandait son nom, ça te motivait aussi à toi, vu l'ambiance qu'il y avait. Clairement, parce qu'en fait, on entend juste un brouhaha et c'est juste une atmosphère où ça monte. Et donc, qu'ils encouragent Jacob ou un autre, on a l'impression que c'est pour nous, donc ça motive. Et donc, c'est après ça où tu fais une petite coupure? C'est ça. J'ai fait, je crois, 3-4 jours de coupure derrière pour régénérer, parce que là, j'en avais besoin. 3 semaines de suite, c'était un peu long. Oh, ouais, c'était clairement long. Je sais pas si c'est trop long, mais c'est long en tout cas. Alors après, tu vas à Albi pour les championnats de France de 5000 mètres. Et là, la forme est, semble-t-il, revenue, puisque tu termines 2e. Derrière Jimmy, tu étais le seul à le suivre aussi pendant un sacré bout de temps. Raconte-nous. Moi, j'allais vraiment au France Elite pour jouer devant, jouer le podium. Donc, on s'attendait à une bagarre avec Jimmy. Normalement, il y avait Hugo aussi, mais qui a été forfait de dernière minute. On savait pas si Yann serait présent. Enfin voilà, on annonçait une énorme bagarre. Et moi, j'y allais me motiver pour jouer ma première médaille au France Elite. Enfin, c'est quelque chose qui reste une première médaille au France Elite. Mais j'y allais un peu dans l'inconnu. 2 semaines avant, j'avais fait Eusden où j'avais abandonné parce que la forme n'était clairement pas là. Voilà. Clairement, c'était pas un bon jour à Eusden. Et donc, j'arrivais au France Elite pour la première fois de la saison avec beaucoup d'inconnus, beaucoup de questions sur ma forme. Au final, la forme était revenue, mais j'en suis pas satisfait à 100% de ma course, de ma prestation. Mais je suis satisfait de la manière dont j'ai couru, parce que j'ai pas couru pour jouer la 2e ou 3e place. J'ai couru pour prendre du plaisir et pour jouer devant. Quand Jimmy il accélère, pourquoi lui laisser la course si je le laissais partir, il avait course gagnée et c'était facile pour lui. On savait qu'il était au-dessus, on savait que si ça courait vite, il était plus fort, si ça finissait vite, il était plus fort. Il a tous les records plus forts que nous dans la course. Donc je me suis dit, mais on va jouer. Il veut jouer à accélérer, ralentir. On va jouer avec lui et on va lui montrer que on est là aussi pour jouer et que, bon, je sais qu'il n'avait pas peur de nous, mais juste de ne pas se laisser impressionner. Et en faisant ça, ça peut impressionner les adversaires de se dire, punaise, s'il joue avec Jimmy, c'est que potentiellement il est fort. Et c'est ce qui a marché. Parce que quand Jimmy est parti, je l'ai suivi. Personne n'a osé suivre derrière. Ouais, tout le monde est resté. Et Fabien, après la course, m'a dit qu'il avait regretté. Mais en fait, c'est des faits de course qui... Grâce à ça, j'ai eu la médaille d'argent. Après, voilà, Jimmy, il m'a parlé pendant la course. Premier coup, il me dit prends un relais. Moi, je lui dis non, c'est pas moi. Tu veux accélérer, à toi d'accélérer. Et en fait, il me dit si, prends un relais, comme ça, on joue les 2 premières places. Effectivement, je me retourne, je vois qu'il y avait un petit creux. Donc, j'ai pris mes responsabilités. Parce que j'ai très bien vu que Jimmy il n'avait pas encore commencé à respirer, qu'on était bientôt à la fin de course. Hein. Voilà. Et donc, en fait, c'est en faisant ça où j'ai pris des risques et je me pensais beaucoup plus fort que ce que j'étais. Parce que les 2 derniers tours, enfin, je sais pas si il y a des images, mais les 2 derniers tours, Fabien, il me revient dessus comme une flèche. L'écart, il a sacrément fondu. Et honnêtement, dernier tour, je sais pas combien de fois je me retourne, mais j'étais pas du tout serein. Alors que normalement, je suis censé pouvoir finir beaucoup plus vite. Et c'est là où je suis pas du tout satisfait de mon niveau du jour, mais il y a une 2e place au bout. Donc c'est vraiment sur la fin de course où tu es le moins satisfait de toi. C'est ça. Et c'est de bon augure. Après, voilà, comme toujours, il faut trouver des points positifs. De bon augure, c'est je fais vice-champion de France Élite sans être au top de ma forme. Donc, c'est... Sachant qu'il y avait quand même de bons concurrents, comme tu dis, il y avait Fabien, il y en avait plein d'autres. Oui. Donc faire 2e aussi devant eux, c'est vraiment pas mal. Ben, c'est pour ça que je retiens que du positif. Alors justement, donc il y a eu ensuite un petit mois après ces championnats de France, et là tu découvres une nouvelle Diamond League. Donc toi qui n'avais jamais connu ces courses-là, donc 2e Diamond League dans la même année, cette fois-ci c'est à Zurich. Là tu fais le 5000 mètres, mais par contre ça se passe pas forcément comme toi tu le pensais.
C'est ça, du coup, après les France Élites, j'avais pris une semaine de coupure. Je suis reparti directement en stage à Font-Romeu pour rester dans le bain de la compétition, le bain de l'entraînement, et pour éviter les grosses chaleurs qu'on peut avoir sur Bordeaux, enfin voilà, partout en France. Donc c'était vraiment un choix où on a préparé ce 5000 mètres, où on espérait, dès le début de saison, j'avais dit à ma coach, attention, là on peut rentrer dans une course comme ça si en début de saison je fais un bon chrono, ce que j'avais fait après coup. On peut rentrer dans cette Diamond League là parce que la finale des championnats du monde était, je crois, 4 jours avant. Oui, c'était quelques jours. Ouais. Donc je m'étais dit, il va avoir des places et on peut gagner de gros points dans la course au jeu. Je l'avais noté. Après, voilà, j'étais pas du tout prioritaire. Pour tout dire, j'ai su 48 heures avant la course que j'étais dans la start list. Ouais, pas évident de se mettre dans le bain. Pas évident, mais vraiment, on avait axé le stage sur on court là. Même si on savait pas on court là, j'avais prévu de rentrer, c'était le mardi, je rentrais le mardi, on court le jeudi, tout était calé. Bon voilà, le mardi matin, finalement, non, on peut pas. Mardi soir, bon, prends tes billets, demain, tu pars demain matin, tu cours. Donc c'était incroyable. J'arrive là-bas vraiment motivé, sûr de mon stage, parce que j'avais fait un bon stage. Mais je partais sur... comme tu l'as dit, ça s'est pas passé exactement comme je pensais. On m'avait annoncé ça part sur les minima olympiques. Et c'était vraiment la course parfaite pour tenter et voir ce que c'est les minima olympiques, 13,05. J'ai fait 13,15. Mais il n'y avait rien à perdre sur cette course. J'avais rien à perdre. Vraiment, j'y allais pour rien à perdre. Et sauf qu'en fait, le souci qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas eu de lièvre pour le Suisse qui partait sur les minima olympiques. Et en fait, ça s'est transformé en course tactique. Il y a eu une course devant pour les... Je sais plus qui c'est qui gagne, j'ai plus le nom, mais qui gagne en 12,40 ou 12,50. Donc c'était pas du tout de notre niveau. Et derrière, c'est une course tactique, on se serait cru en championnat, alors que non, on était là pour le chrono. Et je crois que je finis en 13,29 ou... Ouais, c'est ça, 13,29. Donc, en fait, de cette course, c'est décevant parce qu'il n'y a rien à tirer du chrono. Il n'y a rien à tirer des points au ranking. Il n'y a rien à tirer parce que j'ai pas découvert ce que c'était les minima olympiques. J'ai fait même pas 2000 mètres sur les allures. C'est sûr que 2000 mètres, c'était facile, hein, faut pas se mentir. Heureusement que c'était facile. Mais voilà, nous, on venait vraiment là pour se tester sur les minima olympiques, voir est-ce que j'explose à 3000 mètres. Dans ce cas-là, on est loin du compte. Mais ça se trouve, j'aurais explosé à 500 mètres. Donc, on ne sait pas. Voilà, c'était un peu compliqué de trouver des points positifs de cette course. Vraiment, si, l'ambiance, les souvenirs. Ça reste une Diamond League. Ça reste une Diamond League. Et en point positif, c'est la prochaine fois, faut être prêt à prendre ses responsabilités. Ouais, c'est ce que tu as mis dans un post sur Instagram où tu disais que, vu que c'était plus ou moins ta première Diamond League, t'osais pas aller devant et à prendre tes responsabilités. C'est une chose maintenant dont tu n'auras pas peur la prochaine fois. C'est ça, exactement. Pour prendre l'exemple, à Hors de Game, j'ai pris mes responsabilités sans avoir peur. Là, pour le 5000 à Zurich, j'étais tellement préparé mentalement à rester derrière et à un moment donné subir à être sur des allures très élevées, donc très dures tout le temps, que en fait, au moment où il fallait passer devant, parce que ça ralentissait, je me suis dit non, c'est pas à moi de le faire. En fait, c'est pas à moi de le faire. Je finis en 13,29, décevant. Alors, un mois, un tout petit peu plus d'un mois justement après cette Diamond League, tu fais là, c'est pas un 5000 mètres, mais un 5 km sur route, et c'était lors des championnats du monde à Riga. Là, tu finis 6e et tu fais un meilleur chrono justement que sur la Diamond League parce que tu fais 13,25. C'était comment ? C'était incroyable. Quand je passe la ligne et je me dis, là, donc tu viens de faire 6e à des championnats du monde, certes sur route, hein, attention, mais c'est quand même un championnat du monde sur route. Tout à fait. Les gars qui étaient autour de moi, ils ont des records en 13,5. Donc je bats des personnes qui ont des records comme ça et je me dis, en fait, c'est vraiment un réel objectif et l'année prochaine pour les Jeux. C'est pas, on va dire, c'est pas juste un rêve de se dire que l'année prochaine on vise 13,5. C'est potentiellement une réalité. Parce que faire 13,25 sur la route, même si on partait pour faire moins de 13,20, 13,25 sur la route, on a l'impression que les gens vont pas tenir tellement que ça va vite. Un Jimmy qui fait 13,12 sur la route, je crois que c'est 13,12 le record. Ouais, c'est monstrueux. Je sais même pas comment il peut faire. Là, il y a une vitesse, les jambes.
Et non, franchement, satisfait. J'étais vraiment fort à ce moment-là. Je bats des personnes qui ont des gros records sur 5000. Donc ça a été un boost de confiance. Vraiment, concrétiser un objectif comme ça, en plus avec le maillot de l'équipe de France, vraiment incroyable. Donc après quelques désillusions, on va dire, sur la piste avec le 5000 mètres, ça t'a réconforté en quelque sorte et ça te motive à fond pour la prochaine saison. Clairement, là, ça a été vraiment... je savais que ma fin de saison approchait et ça m'a encore plus motivé. J'ai relevé à la hausse mes objectifs pour l'année suivante et ma coach était contente. Parfait. Alors, après ça, tu as continué, 20 km de Paris, là pareil, 58-28, encore une fois un gros chrono. Et derrière, tu fais le 10 km à Rennes, où là encore, tu rebats encore une fois ton record et tu fais 28-14, alors que les conditions n'étaient pas forcément évidentes, c'était pas mal glissant, il avait plu, enfin voilà. C'est une très très belle fin de saison. Très belle fin de saison, 20 km de Paris, malheureusement j'en garde pas un très bon souvenir parce que j'ai eu des gros soucis au niveau du ventre. Mais comme tu dis, c'est un gros chrono dans des conditions où il faut se dire que dès le 2e kilomètre, chaque kilomètre j'avais envie d'arrêter parce que j'avais tellement mal au ventre et en plus j'ai pas pu du coup m'hydrater, j'ai pas pu me ravitailler pendant la course. Donc ça a été vraiment très très dur physiquement et mentalement. J'ai mis du temps à m'en remettre vraiment. C'était 2 semaines avant le 10 km. Le 10 km, on arrive vraiment dans l'inconnu où pendant 2 semaines, compliqué de s'entraîner. Les jambes, au bout d'une semaine, après le 20 km, c'était toujours pas gagné d'être bon au 10 km. Et au final, j'arrive au 10 km avec des jambes de feu. Premier kilomètre, on avait demandé le lièvre en 2,48, donc base 28,0. Je lui disais, on n'est pas dans les allures, accélère. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on passe en 2,48. Et là, je me dis, aujourd'hui, c'est bien. Et en fait, au 1,5, avec, je crois que c'était un Kenyan, on prend nos responsabilités et on y va. Et en fait, dès le 2,5, je crois, on part à 2. Sauf qu'il ne voulait pas trop relayer. Forcément, après, il y avait des primes intéressantes. Donc, que ça soit moi ou Donovan derrière, ça a à un moment donné joué tactique pour la prime. Moi, je n'étais pas venu pour la prime, j'étais venu là pour courir vite. Et donc, je considère avoir réussi à faire 28-14 quasiment tout seul. Parce que j'ai mené, je pense, à partir du 3e, j'ai tout mené. Le Kenyan, il craque au 4,5. Donc, mine de rien, je l'avais derrière moi, mais c'était pas dans un paquet. Et plus de la moitié de la course, tu étais seul. Largement, oui. Et donc, voilà, j'ai mené peut-être 7 km, 7,5. Et faire 28-14 dans ces conditions-là, c'est vraiment bien déjà. De nuit, il venait de pleuvoir. Ouais. Y a eu tout plein de conditions qui ont fait que 28-14, je l'ai considéré, en tout cas moi, dans mon niveau, en moins de 28. Ouais. Sur le papier, à 28-14, moi, je sais que je vais aller à ce moment-là moins de 28. Ouais, vu les conditions pour y avoir été, c'était pas évident et c'était un très très gros chrono. Justement, maintenant, pour la suite, ça va être quoi 2024? J'imagine essentiellement ciblé 5000 mètres du coup pour objectif JO. Est-ce qu'il y aura d'autres choses, d'autres petits objectifs, peut-être les France de cross avant ou ce genre de choses? Pour le moment, c'est un peu... c'est sûr que toute ma saison, et c'est pour ça que j'étais pas aux Europes de cross, toute ma saison est focalisée sur se qualifier au jeu sur le 5000 mètres. Et pour ça, cet hiver, je vais courir en salle. Donc, je fais rarement de la salle, mais je vais faire du 3000 en salle. Okay. 1 ou 2 sorties, ça dépendra de moi. Enfin, du chrono que je vais faire. Donc ça sera déjà pour faire du rythme et ça sera pour marquer des points au ranking. Même si je pense qu'il va falloir faire les minima pour se qualifier. On sait jamais, vaut mieux assurer, il faut rien regretter. Et après ce 3000 en salle, donc ces 3000 en salle, ça sera début février. Je sais pas encore, normalement je vais aller sur du cross. Mais comme je t'ai dit, je sais pas si ça sera du cross, un semi, c'est un peu flou. Et si je vais sur du cross, je sais pas encore quel cross. Si ça sera au moins les France et peut-être aussi les demi-finales. Mais par contre, je sais pas si ça sera sur du court ou sur du long. Peut-être la découverte du court. Et ça, franchement, c'est une aventure qui me plaît bien. Donc on va voir tout ça. Et après, pour la suite de la saison... En objectif, il y a aussi les Europes. Il ne faut pas oublier que début juin, il y a les Europes. Tout à fait. Donc ça, c'est un réel objectif aussi d'y aller. Et encore une fois, dans la course au jeu, les Europes, ça sera un passage très important.
Très bien. Alors, donc là, on va clôturer un petit peu cette première partie. Avant de passer sur cette seconde partie, on va s'intéresser un peu plus à ton quotidien d'athlète, tes entraînements, les différents conseils que tu peux apporter. On va passer une petite page de pub et on se retrouve donc dans quelques secondes. La ASICS Nova Blast 4 est la chaussure de running idéale si vous êtes en quête de rebond. Conçue pour courir plus vite, ce modèle est plus léger que le précédent et offre un meilleur retour d'énergie. Elle booste votre énergie à chaque foulée. Sans surprise, c'est le modèle préféré des athlètes élites ASICS. Alors n'hésitez plus et achetez votre paire chez notre partenaire iron.fr. Alors nous voilà de retour. Comme dit il y a quelques secondes, on va maintenant parler entraînement. Dans la première partie, je disais que ça fait 4 semaines que tu as repris l'entraînement après une petite coupure de quasiment 3 semaines. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pendant une coupure ? Est-ce que tu t'arrêtes complètement ? Est-ce que tu fais un autre sport à côté ? Comment ça se passe ? Du coup, là, la coupure, ma dernière coupure, donc ça a été 2 semaines sans sport. Donc j'ai pu profiter, je suis parti en vacances au soleil pendant qu'il faisait pas beau ici parce que j'avais besoin de me ressourcer vraiment mentalement. Je sentais que j'avais vraiment ce besoin-là. Et donc 2 semaines sans sport. Vraiment, je n'ai pas fait de sport. Après, si j'ai envie de faire, je sais pas, aller faire un foot avec des copains, aller faire un tennis, Oui, bien sûr. c'est des choses que je peux faire. Mais c'est vraiment pas de sport que je fais habituellement, donc courir, faire du vélo. Et après ces 2 semaines sans sport, j'ai fait 1 semaine de reprise avec du vélo, où là c'est plus pour réhabituer le corps à lui dire allez, il faut faire un peu de sport, il faut utiliser l'énergie. Enfin, voilà, vraiment c'est une reprise progressive. Et après cette semaine, on a repris à courir, mais on garde un peu de vélo sur la première semaine de reprise, on va dire à un volume plus important que d'habitude. Et ensuite, c'était reparti de l'avant avec course à pied et un peu de vélo aussi en supplément. Et quand tu parles de vélo, c'est une pratique que tu mets régulièrement en place sur toute ta saison ? C'est une pratique que je mets régulièrement toute ma saison. Des fois en période de compète, c'est un peu compliqué de placer une sortie vélo. Mais en tout cas, en période de foncier, c'est vraiment, moi je trouve, important dans ma programmation. Ça permet de faire du volume sans traumatiser en faisant des kilomètres. Et voilà, actuellement, là, de ce qu'on s'est fixé, ça va être une sortie vélo toutes les 2 semaines. Okay. Et ça sera entre 2h30 et 3h, la sortie. Et tu sens que ça t'apporte un plus ? Je sens que ça m'apporte un plus, surtout au niveau mental. Parce que du coup, je vais pas faire du vélo tout seul, je vais avec des copains. Et c'est un autre sport, on s'amuse. On fait des choses qu'on fait pas au quotidien quand on court. Et en fait, je sais pas, on va faire des jeux où à chaque pancarte, faut gagner. En fait, ça nous fait penser à autre chose. C'est un autre sport. On n'a pas la même pression, enfin pas pression. Quand je vais en footing, j'ai pas de pression, mais à regarder un peu l'allure, à dire est-ce que j'étais bien, pas bien. On n'écoute pas ses sensations, on est là. Et après, par contre, c'est important au niveau du foncier. 3 heures de vélo, ça demande quand même un peu de foncier. Et ça développe vraiment bien. Donc, moi, je trouve ça super important dans ma préparation. Et ça traumatise peut-être aussi, du coup, un peu moins les muscles que la course à pied. C'est ça. Quand on a fait séance la veille et que le lendemain, on a vélo. Et après, derrière, on re-enchaîne avec une séance le surlendemain. On se dit, là, ça va faire du bien le vélo. C'est juste, on tourne les jambes. Ça nous fait faire du sport. Mais en même temps, musculairement, ça tape pas dedans. Et maintenant, sur une semaine type entraînement, tu fais à peu près combien de kilomètres au final ? Parce qu'à un moment, au début, tu me parlais de 120 km, c'est ton plus important, ta semaine la plus importante. Aujourd'hui, une semaine type entraînement, tu tournes à peu près à combien ? Du coup, là, depuis la reprise, on a pas mal changé. Enfin, pas mal changé. On a changé en termes de volume, où là, je commence à faire plus de volume. Jusqu'à présent, c'était sur des semaines à 110, max 120. Et quand je pouvais faire des grosses semaines, ou moi je considérais faire des grosses semaines à 110 km, mais parce qu'il y avait une sortie vélo dedans. Faut se dire que, je sais pas, à 2 heures, 3 heures de vélo, ça peut être 15 km un footing, voilà. Là, pour exemple, ma dernière semaine, ça a été ma semaine record, j'ai fait 135 km, mais sans sortie vélo. Alors que la semaine d'avant, j'avais fait, je crois, 116 ou 118 avec un jour de repos et une sortie vélo. Donc pour moi, c'est des semaines où
peut-être sur le papier, ça va être différent, mais moi, en tout cas, dans la sensation, c'est des semaines identiques en termes de volume, même si c'est pas du volume couru, c'est du volume sur le vélo. Voilà. Donc, on essaie d'augmenter ce volume-là. Et je pense que cette année, on va être autour de 130 km ou peut-être 120 avec les semaines de vélo. Enfin, voilà. On va être dans ces bases-là avec un jour de repos toutes les 2 semaines, je pense. Ça va être maintenant. Donc ce sera un peu plus régulier de monter sur ces distances-là par rapport à avant. C'est ça. Là, vraiment, en plus, enfin, voilà, moi, j'en ressens l'envie et je ressens que mon corps est capable maintenant d'assumer ces kilométrages-là. Et donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais oui, ça sera entre 120, 130, peut-être 140. Mais là, déjà 135, je pense que ça sera la fourchette haute. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et sur maintenant ta semaine type, elle va ressembler un peu à quoi en termes de séances Est-ce que tu doubles régulièrement Ça va ressembler un peu à quoi? Je double régulièrement. Après, là, encore une fois, depuis la reprise, tout a changé dans la disposition des séances. Donc moi, je m'entraîne avec un groupe qui fait pas... Enfin, il y a un athlète de haut niveau dans le groupe, mais il y a aussi... c'est le groupe d'entraînement de mon club, donc il y a de tout niveau. Et donc, pour me caler au maximum avec eux à l'entraînement, cette année, on a mis... Enfin, pour cette première phase d'entraînement, on a mis en place où on va surtout avoir, par exemple, en début de semaine, sortie longue le lundi. Donc déjà, ça, c'est bizarre. Sortie longue, souvent, c'est le dimanche. Mais nous, c'est le lundi. La muscu, le mardi, avec le matin, un footing. Le mercredi, généralement, c'est une séance VMA. Pareil, où je double. Donc, en gros, je vais être à 10-11 entraînements par semaine. D'accord. Le jeudi, ça peut être un footing long, mais tranquille. Je vais pas à des allures à 15 à l'heure, ça va être à 13 à l'heure. Voilà, vraiment tranquille. Le vendredi, en ce moment, c'est séance de long. Pareil, je double. Souvent, mes séances, c'est le soir, donc je double le matin comme un réveil musculaire. Et le samedi, en ce moment, c'est soit vélo, soit repos. Et le dimanche, justement, pour être avec mon groupe, on fait séance côte. Okay. Et je double le dimanche. Et quand tu parles de sortie longue ou footing long, ça va aller jusqu'à combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Nous, on compte en minutes. Okay. Et donc, c'est footing long, pour le moment, c'est 1h15. D'accord. Mais peut-être que ça va augmenter. Sur mes sorties longues, pour le moment, c'est 1h15 aussi. Je pense que ça va pouvoir monter à 1h20, 1h25 peut-être. Ça, je sais pas encore. C'est ma coach. C'est mes coachs qui ont les secrets. Alors, en parlant aussi de séances, si maintenant tu dois choisir ta séance préférée, pour toi, c'est quoi ta séance préférée? Aujourd'hui, ma séance préférée, c'est une séance de long sur la piste. Ok, donc sur piste... Ouais, je prends énormément de plaisir depuis l'hiver dernier. Et là, depuis la reprise, les séances que j'ai préférées, c'est séances de long. Donc pour le moment, séance de long, c'est à 8000 de volume. Mais ça a une intensité où c'est pas très élevé. Mais en même temps, on sent qu'il y a de la vitesse. Et je trouve ça hyper agréable parce qu'on a fait du volume. C'était pas non plus... on n'était pas à l'arrache à cracher nos poumons à la fin de la séance. Et en ce moment, c'est là où j'ai des bonnes sensations. Donc. Et c'est quoi comme exemple de séance? Je sais pas, des 400 avec une courte récup, mais enchaînée ou c'est... Non, là, justement, moi, quand je fais des distances courtes, 300, 400, ou des 500, c'est mes séances VMA. Donc ça va plus vite. Donc ça va plus vite. Là, c'est plutôt des séances où je vais... Par exemple, ma dernière séance, c'était un bloc qui faisait 1000, un 400, un 1000, tout ça x3. Et après, je finissais par 3 x 300 pour finir vite. Okay. Et donc, ça faisait 8100, je crois, de volume, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, il y a des changements de rythme. Le premier 1000, il était à 2,50. Le 400, il était à 64. Donc, ça fait 2,40 au 1000. Et le deuxième 1000, dans le bloc, il était à 2,45. Et on repart derrière, on repart sur un 1000 à 2,50. Et en fait, ces changements de rythme, on est des allures entre 2,45 et 2,50, c'est super agréable. Et pour toi, ça passe, on va dire, tout seul sur le genre de séance? C'est ça. Pour le moment, c'est peut-être un peu plus dur qu'en pleine forme. Bien sûr. Mais ça passe vraiment normalement tout seul. Et maintenant, la question qui tue, ta séance que tu vas aimer le moins? La séance que je vais aimer le moins, c'est une très bonne question. C'est marrant, mais j'aime pas faire des SP5000 à l'entraînement. Ah ouais? J'essaie souvent de négocier.
comme j'ai dit, j'aime bien aller plus vite, plus lent, Mais pas sur les mais allures. pas sur les allures courses. Donc j'adore, pour le moment, je suis pas fan des SP5000 parce que je me sens trop en mode compète. Je me dis trop, c'est la compète, il faut être. Alors que non. Du coup, moi, je préfère faire des SP15, je préfère faire un peu du long, plus lent. Comme ça, j'ai pas à me mouiller sur mes allures et je vois en compète. C'est quoi? C'est plus psychologiquement ou ça te... C'est clairement psychologiquement. Et c'est juste que, vu que là, vraiment, on se dépasse, des fois, c'est dur. Et tout seul sur la piste, enfin, tout seul. J'ai un vélo tout le temps sur ce genre de séance. Mais voilà, je trouve pas ça fun. Et par rapport à ça, est-ce que tu mets en place, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont voir, je sais pas, des préparateurs mentaux, ce genre de choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as mis en place et qui peut éventuellement t'aider sur ce genre, par exemple, de séance? J'ai mis en place, avant, j'étais suivi par un préparateur mental parce que j'avais un blocage avec la piste, j'ai eu des contre-perfs et j'avais besoin d'en parler. Mais maintenant, c'est pas un suivi que je mets régulièrement. C'est plus, ok, là, je sens que j'en ai besoin. Je vais l'appeler, je vais dire, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous? J'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'avoir peut-être des clés. Il m'a fait prendre peut-être des petits tics, des choses que je vais avoir au quotidien ou au moment des compètes. Mais c'est pas un suivi que je vais avoir régulièrement maintenant. Et j'en ressens pas du tout le besoin. Mais par exemple, je crois fin avril, j'en ai ressenti le besoin, je l'ai appelé. Une semaine après, j'avais un rendez-vous. Et on a fait deux rendez-vous et voilà, c'était fini. Enfin voilà, c'est vraiment... Moi, j'aime pas trop mettre un truc régulier où j'en ressens pas le besoin. Donc là, quand j'en ai besoin, je l'appelle. Quand j'en ai pas besoin, je l'appelle pas. Et après, j'ai un entourage où ça se passe... donc mes coachs, avec tout le monde, avec mes copains, ma copine, mes parents. S'il y a un truc qui va pas, ma coach, je vais direct en parler. Donc je pense que ça m'aide aussi à ne pas ressentir le besoin d'être suivi par un préparateur mental. Pour le moment, voilà, c'est comme ça, c'est pas un suivi régulier. En tout cas, l'entourage est vraiment sain. Et puis, si tu as vraiment le besoin, tu trouves l'utilité d'aller le voir, le préparateur mental. C'est ça. Moi, je marche vraiment avec mon entourage. Enfin, j'ai créé vraiment des liens très forts. Et ça fait du bien dans les compètes et dans la motivation aussi d'avoir un bon entourage. C'est sûr. Et en reparlant un peu d'entraînement, au niveau de ta philosophie d'entraînement, t'es comment toi au niveau de l'entraînement? Est-ce que t'es plus la qualité, plus la quantité Jusqu'à présent, j'étais plutôt la qualité que la quantité. Après, je pense que chaque personne est différente et il faut faire avec ses qualités à soi. Moi, pour le moment, j'étais pas capable d'encaisser des forts volumes parce que les fois où j'ai voulu faire ça, derrière, j'avançais plus pendant des semaines. Donc oui, vraiment, pour le moment, c'est la qualité plutôt que la quantité. Et je pense que ça va commencer à s'équilibrer, mais c'est pas encore la quantité plutôt que la qualité, ça c'est loin d'être moi. Et justement, par rapport à tout ça, il y a pas longtemps, tu étais encore en cours. Tu as fait une licence d'éco-gestion que tu as fini là, il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, en juin. C'est aussi quelque chose qui t'a maintenant permis d'avoir un peu plus de temps peut-être et de mettre plus de choses en place? C'est ça, de mettre plus de choses en place et surtout d'avoir une meilleure récupération, donc faire la sieste et être vraiment focalisé sur une chose. Moi, je ressentais le besoin cette année, à la fin de ma licence, de ne pas repartir sur un master dès maintenant, parce que j'étais arrivé à un an des jeux où je me disais, mais en fait, je fais rien à 100%. Et les cours, je les faisais pas à 100% parce que quand j'étais devant un cours de compta, par exemple, je pensais à l'entraînement du soir. Ouais. Après, quand j'étais à l'approche des examens, j'étais à l'entraînement. Ça me faisait, forcément. je stressais un peu des examens. Enfin, en fait, ça a été des petits déclics durant l'année. Et ça a été surtout en cours où je pouvais prendre du plaisir sur certaines matières, mais j'étais peut-être parti en stage. J'avais loupé peut-être des cours parce que j'étais à l'entraînement. Et en fait, au final, on se rend compte qu'on fait rien à 100%. Et j'ai pris la décision de mettre en suspens mes études. Donc j'ai validé ma licence
Et le master, je le reprendrai plus tard. Et là, depuis le début de l'année, ça m'a permis de faire plein de choses, même de pouvoir partir en stage, de pouvoir partir plus facilement en stage, en compète, en déplacement, la récup, c'est incroyable. Les après-midi, de pouvoir faire la sieste, vraiment, c'est top. Justement, un quotidien d'athlète maintenant, ça ressemble à quoi un petit peu Et du coup, je découvre ce que c'est un quotidien d'athlète vraiment, mais ça ressemble à quoi? S'entraîner le matin. Donc voilà, le temps, mine de rien, le temps de prendre le petit déj tranquillement. Après, on se prépare, on va à l'entraînement. Maintenant, je mets un peu plus, de faire un peu plus d'étirements, de mobilité, peut-être un peu plus de gainage. C'est déjà l'heure de faire le repas pour le midi. Donc voilà, prendre un peu plus de temps peut-être pour faire le repas, même si je mangeais déjà bien, au moins je mange bien comme ça tout le temps. L'après-midi, c'est me poser, faire une sieste. Et après, voilà, il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures, 3 heures avant l'entraînement du soir, ou entre guillemets à tuer. Et je sais pas, maintenant, je vais voir des copains, je me suis mis à jouer un peu aux jeux vidéo. Enfin voilà, c'est un quotidien où il n'y a pas de prise de tête. Et franchement, ça fait du bien de ne pas se prendre la tête en dehors de... Enfin, en dehors. Je me prends pas la tête pour l'athlé, mais de pas avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je révise mon cours, j'ai des examens. Oui. Ça, moi, c'est pas un truc que j'aimais. Il y en a qui en sont capables et c'est leur personnalité, ils sont forts là-dedans et voilà. Moi, c'était pas du tout un truc que j'aimais d'avoir vraiment des prises de tête de partout. Et puis là, au moins, ça te permet d'être vraiment focus dans ta pratique. C'est ça. Tu as aussi, tu me parlais de tout ce qui est récupération. Est-ce que tu as mis, on va dire, outre le côté sieste, est-ce que tu as mis des choses en place? Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a la cryo, il y a les bottes de pressothérapie, les massages, etc. Est-ce que toi, tu as mis quelque chose en place par rapport à tout ça? Oui, du coup, j'avais déjà des massages de récupération avec mon kiné. Ça fait déjà quelques années. Donc ça, j'ai gardé ça une fois par semaine. Et maintenant, depuis août, je vais à une unité de récup où il y a bain froid. Et vraiment, moi, le bain froid, j'adore ça. C'est pareil, c'est des personnalités. Il y en a qui n'aiment pas. Donc, je pense à Gabriel Tual. Et on va au même endroit. Et lui, il déteste ça. Alors que moi, j'adore ça. Et c'est vraiment un effet où peut-être il y a énormément d'effets mentaux, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que ça me fait super bien récupérer. J'avais découvert ça à Font-Romeu parce que forcément, il y a tout là-bas. Et donc, j'ai cherché, et c'est là, depuis fin août, j'ai mis ça en place. Donc là, je vais garder ça peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, j'ai pas encore décidé. Et ça, c'est... Donc, ça fait ça. Donc, en gros, ça fait deux récupérations par semaine si on compte un kiné et un bain froid. Donc bain froid, après, je garde juste le bain froid, mais il y a des bottes de pulso, il y a un sauna infrarouge. Enfin voilà, suivant la fatigue, il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs choses à faire. Et après, il y a aussi une cryothérapie. Enfin voilà, dans l'unité, il y a vraiment tout. Mais moi, ce que je préfère, c'est le bain froid. Et ça, surtout après une très grosse séance? Ou pas forcément? Pas forcément. Souvent, si je fais mes séances le soir, c'est compliqué d'y aller derrière. Ouais. Donc ça peut être un jour de repos. Enfin voilà, c'est plus dans la continuité de la semaine. Après ça, on décide avec la personne qui gère là-bas. Moi, je l'appelle, je lui dis voilà, j'ai ça cette semaine, t'en penses quoi? Et il me dit le mieux, c'est tel jour. Et donc aujourd'hui, tu es athlète à temps plein. Ça te permet justement de partir en stage, comme tu le disais. Tu me parles souvent de Font-Romeu. C'est un endroit auquel tu aimes bien aller, ou tu as d'autres endroits aussi de stage que tu apprécies? Non, je pars pas. Au final, je pars en stage qu'à Font-Romeu. Donc là, cette année, par exemple, j'y suis allé 2 fois. Donc la première fois, c'était en avril. Je suis monté 4 semaines avec des copains. Et après, en août, je suis monté au chalet Azix, au camp Azix. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment top parce que je montais tout seul. Mais au moins, en fait, on retrouve des athlètes. Et donc moi, je garde des lieux faciles d'accès avec quand même un très bon confort. Donc là, en août, au camp Azix, c'était vraiment top. Et par contre, je suis jamais parti à l'étranger. Non, je suis jamais parti à l'étranger en stage. À l'étranger, je m'entends Iten, au Kenya ou des choses comme ça. Là, en janvier, je pars pour la 2e fois de ma vie à Montegrando. Pour le stage équipe de France. Pour le stage équipe de France.
Mais sinon, non, je pars pas. Enfin, voilà, je suis pas un adepte des stages tous les 2 mois, à partir, je sais pas, 3 mois en stage. Enfin, j'adore mon lieu d'entraînement et je trouve ça important quand tu es en stage, tu sens vraiment que tu es en stage. Si tu pars en stage toute l'année, tu n'es plus en stage en fait. Donc voilà. Et toi, tu t'entraînes du côté de Bordeaux, c'est ça? C'est ça, à Talence, exactement. Donc en plus, l'avantage, c'est que c'est pas si loin que ça non plus de Font-Romeu. Mais c'est là où je dis, il y a un confort. Imaginons, on se blesse. Le lendemain, je peux être à Bordeaux en train de passer des examens. Enfin, vraiment, c'est facile. Je suis à 4h30 de route. Il n'y a pas la fatigue du trajet. Enfin, je rentre à 48 heures avant mes compètes. C'est hyper facile d'accès. On est en France. Enfin, voilà, maintenant que vraiment cette année, la facilité qu'on a eue, je me suis décidé mi-juillet à partir. Normalement, on trouve plus de location et tout. Là, avec le camp ASICS, j'ai appelé, il restait une place, on y était. Enfin, Font-Romeu, pour moi, c'est la facilité. Il y a tout. Enfin, il y a la piste, il y a les parcours, il y a l'altitude, il y a le beau temps en été, enfin, même en fait, toute l'année quasiment. Il y a tout. Enfin, moi, j'ai rien à envier à d'autres lieux d'entraînement. Alors pour la petite précision, ASICS a ouvert effectivement cette année le Shoujo Camp donc à Font-Romeu. Ça permet aux athlètes ASICS de pouvoir venir donc c'est un chalet, hein, de pouvoir séjourner sur place et vous êtes entre vous, vous faites la cuisine entre vous. Donc tu peux être avec d'autres athlètes de d'autres nations. C'est ça. Du coup, pour l'anecdote, je parle pas très bien anglais. Ouais. Et je me suis retrouvé, à part Johan Durand, pendant une période dans le chalet, il y avait aussi Zach qui était là, Abderrazak Sharik. Ouais. Et je me suis retrouvé à devoir parler anglais parce qu'en fait, quand on est plusieurs dans l'appartement, s'il y a le moindre étranger, on va pas parler français. C'est la langue, on va dire, universelle, c'est l'anglais. Et donc, je me suis retrouvé pendant 3 semaines à devoir parler anglais de temps en temps. Enfin, voilà, c'était vraiment fun. Après, chacun se fait son petit plat, mais on mange tous ensemble. Oui. Enfin, voilà, j'ai découvert, j'ai rencontré, enfin, je le suivais, vu que je suis un peu le triathlon, je le suivais pas mal, mais Richard Meuret. Et franchement, on se retrouve dans le même appartement que des personnes comme ça. Ça fait plaisir, on a pu discuter. Enfin, voilà, moi, j'adore. Et donc maintenant, tu es parfaitement bilingue. Pas du tout. Dès qu'on me dit qu'on risque d'avoir une interview en anglais, je demande à éviter. Alors, en parlant justement, donc toujours côté entraînement, on parlait des choses que tu as mis en place pour la récup, etc. Est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en place? Je sais pas, par exemple la prise de lactate ou ce genre de choses-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis avril, la prise de lactate. Mon stage à Font-Romeu, ça a été plus les lactates, je les prenais pour avoir une base de données. Comme ça, pour les futurs stages en altitude, j'allais pouvoir comparer. Et maintenant, on les utilise régulièrement. Là, depuis la reprise, j'ai pas eu l'utilité, mais on les utilise régulièrement pour voir, voilà, être sûr qu'on n'est pas dans un état de fatigue, être sûr qu'on n'est pas trop vite. Enfin voilà, on les utilise régulièrement. Après, je suis pas je suis pas un adepte pour le moment du double seuil. Je l'utilise, mais peut-être moins professionnellement que d'autres. Voilà, c'est rentré dans le lot. Mais voilà. Et après, ce que j'ai mis en place, ce que je mets de plus en plus en place, c'est l'utilisation des chaussures carbone à l'entraînement, chose que j'ai évité avant ou que je faisais pas énormément. Et ça, tu sens vraiment le bienfait, et je pense surtout au niveau musculaire. C'est ça. C'est pour ça aussi que peut-être en ce moment, je préfère les séances de long. C'est que je mets ma petite métaspeed c'est plus facile. au pied. Oui, c'est ça, c'est plus facile. Mais non, je mets ça en place. Je me dis que j'augmente le volume. Déjà, c'est dur. Donc, on va aussi essayer de se préserver. Voilà. J'aimais bien avant garder cet effet waouh quand on arrive en compète, parce que si on met pas de carbone à l'entraînement, derrière on arrive en compète, les allures elles paraissent faciles. Hein. Mais maintenant, voilà, cet effet waouh, je me dis en compète, l'effet waouh c'est la compète. Et la chaussure, au moins, si à l'entraînement on a été moins fatigué pendant 3 mois d'entraînement, au moment de la compète, ça va servir aussi. De toute façon, la compète, dès que tu as le côté un peu tension, un peu, de toute façon un peu course, et tout ça, tu vas forcément plus vite. Ça, c'est sûr. Exactement. Avec le dossard sur le maillot, directement, on sait que ça change tout. Ça va aller plus vite.
Alors, justement, pour toi, quelle est la clé de ta réussite, notamment pour avoir fait 13-15 sur 5000, de la réussite de ta saison? C'est quoi pour toi le point clé qui a fait ça? Le point clé, qu'est-ce qui a fait? C'est d'écouter ce qu'on me dit. Donc d'écouter, voilà, moi j'en rajoute jamais à l'entraînement. Ma coach, elle me dit c'est telle distance, c'est tant, je fais tant, j'en rajoute pas. Et pourtant, on essaie de m'influencer. Voilà, j'ai pensé pour certains marathoniens avec qui j'étais en août, ils essaient de m'influencer à faire des footings plus longs, des choses comme ça. Et moi, j'aime pas, enfin, si dans le plan il y a marqué 50, je fais 50. Après, bon, ça m'est arrivé de faire 55 si je suis perdu, mais j'aime pas rajouter parce que je me dis si dans le plan il y a marqué 50, pourquoi si on faisait ça, si elle m'avait dit 1 heure, c'était 1 heure, mais là il y a marqué 50, c'est pour quelque chose. En fait, c'est cette sagesse à l'entraînement où je vais pas en rajouter tout le temps, et en fait, c'est là où ça peut être dangereux t'es fatigué, t'es pas en forme, ton pic de forme il est dur à gérer. Je pense c'est être sage vraiment et pas vouloir en faire trop tout le temps. Donc pour toi, c'est vraiment ce qui a fait un peu la différence. Cette année du moins. Après, Ouais. voilà, je m'entraîne depuis Bien sûr. très longtemps. Et je pense que on s'est vraiment fixé d'être fort sur le long terme. Donc on s'est pas fixé d'être au top niveau en 2024. On s'est fixé, voilà, j'augmente petit à petit, je mets des choses petit à petit. Et on va pas passer de 120 km par semaine à 160 sur cette année pour pour tout miser sur l'année 2024. Non, nous, on veut être fort sur toute notre carrière. Là, récemment, mon coach, il m'a dit, tu préfères aller au jeu l'année prochaine. Certes, tu vas au jeu à Paris. Mais par contre, tes chronos, tu restes à voilà, peut-être 13-4. Après, tu fais pas des énormes chronos. Ou tu préfères, à la fin de ta carrière, avoir je sais pas, je dis n'importe quoi, un 12,58, un 59 au semi. Et là, je lui dis, oui, c'est vrai. Je préfère qu'à la fin de ma carrière, on dise, voilà, regardez tous ces records. Ah oui, je préfère être satisfait à la fin de ma carrière que aller au jeu l'année prochaine. Enfin, aller au jeu, c'est mon objectif. Oui, Mais de faire façon un de parler. all-in et de faire comme au poker, de faire tapis et de dire on tente le tout pour le tout. Non, c'est clairement pas ma façon de penser et surtout la façon d'entraîner de mes coachs je m'entraîne avec eux depuis minime. Et vraiment, c'est une progression. Donc, ils te connaissent bien. C'est ça. Chaque année, on progresse. Chaque année, on met un peu plus. Mais on va pas passer du tout au tout. Et puis, je rappelle, l'année prochaine, tu auras que 24 ans, l'année des Jeux. Donc, tu as encore de belles années derrière. C'est pour ça aussi que j'ai dit qu'on fait pas un tapis dès l'année prochaine. C'est qu'on veut faire une longue carrière et une belle carrière. Alors, sinon, on parle aussi souvent, et selon les athlètes, on a vraiment tout type de réponses. Est-ce que tu mets des choses en place sur la nutrition? Avant, tu me parlais du nutritionniste. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, justement, par rapport à ça? J'ai toujours mangé équilibré, mes parents. Enfin, voilà, j'ai toujours eu des plats équilibrés à la maison. Mais c'est vrai que j'avais, je sais pas depuis combien de temps, on va dire peut-être depuis 2 ans, j'ai un nutritionniste où il m'a appris aussi à bien manger dans le sens en quantité. Donc moi, il va pas me dire c'est 150 grammes de pâtes. Non, c'est un minimum parce que si je mange pas assez, je maigris. Ouais. Donc vraiment, c'est un minimum ça. Il m'a fait prendre conscience. Il m'a permis d'être plus équilibré au petit déjeuner. C'est hyper important le petit déjeuner, de démarrer la journée. Enfin voilà, on a vraiment mis des choses en place. Après, il m'a fait découvrir des aliments, il m'a fait découvrir certaines choses. Et ce nutritionniste-là, il me sert aussi pour mes compétitions. Donc mon premier semi-marathon, par exemple, on l'avait préparé la semaine d'avant-course, de faire une recharge glucidique. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment personnalisé avec moi, mes sensations. Ce dont j'ai besoin et après on voit à l'entraînement ça se passe comment, on sait est-ce que tu te sens pas bien, on teste des choses à l'entraînement et après derrière en compétition, par exemple sur le semi, on avait fait un plan nutritionnel un peu, on s'était dit le gel il faut le prendre à tel kilomètre avec de l'eau, enfin voilà, vraiment ce nutritionniste là il m'envoie pas des plats tout faits, il me dit pas il faut faire ça, et c'est point barre. Non, il me dit, peut-être dans la semaine, il faut manger 2 poissons gras, il faut à chaque repas avoir des légumes, féculents, protéines. Mais c'est hyper large et hyper vaste.
Et du coup, ça laisse moi aussi mes plaisirs. Enfin, si j'ai envie de manger des pâtes, du riz, je mange des pâtes ou du riz. Si j'ai envie de manger du steak, je mange un steak. Enfin voilà, c'est vraiment... Moi, j'aime bien cette approche-là, c'est que c'est pas... Enfin, c'est pas hyper strict. Oui, et puis tu vas pas non plus te priver si maintenant tu as envie de te faire plaisir une fois avec un bon dessert ou tu vas pas forcément te non. priver non plus. Clairement pas. Et justement, enfin, c'est là où je dis, il est pas... Enfin, c'est pas j'ai pas une alimentation stricte. C'est que si j'ai envie d'aller au restaurant, je vais au resto. Si j'ai envie de manger un dessert, je mange un dessert. Enfin, je mange ce que je veux, mais lui m'a appris à bien manger. Donc en fait, je prends beaucoup plus de plaisir à bien manger et avoir, voilà, comme j'ai dit, protéines, féculents, légumes dans chaque repas, que de manger peut-être juste des pâtes nature. Enfin, voilà. Oui, et puis avec tous les kilomètres que tu encaisses, c'est la moindre des choses aussi de se faire un peu de plaisir des fois. C'est ça. Alors, on va quasiment clôturer cette deuxième partie. Quand je t'ai vu à Rennes, tu me parlais avant justement des ravitaux. Quand tu as vu à Rennes, donc tu as fait le 10 km la veille et tu as fait sur le marathon Lièvre sur le premier semi. Et là, on t'a vu faire un ravito. Et effectivement, par rapport aux marathoniens, on a vu que tu n'étais pas forcément trop à l'aise parce que tu as mis beaucoup plus de temps à prendre ta gourde et tu en as rigolé après sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un entraînement à faire. C'est clairement un entraînement. Ça me fait rire parce que je me rappelle, mais je n'ai pas... Déjà, premier ravitaillement, je n'ai pas vu ma gourde. Deuxième ravitaillement, ma gourde était de l'autre côté de la table. J'ai essayé de me pencher, sauf qu'on arrive quand même à 19 à l'heure. Ah, bien sûr. J'ai essayé de me pencher pour l'attraper. Je la fais tomber. Deuxième ravitaillement loupé. Donc j'ai pas mon gel, j'ai pas d'eau, j'ai rien. Je me dis super. J'arrive, je commence à être en hypo au 15e. J'essaie de trouver un gel où je peux. Je demande il y avait quelqu'un dans le public, je lui dis t'as pas un gel parce que juste avant il m'en avait proposé un. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et j'ai réussi à prendre mon ravitaillement au 20e kilomètre, sauf que j'étais en hypo. Avec le 10 km de la veille, j'avais pas dormi la nuit. Enfin, vraiment, c'était la première fois que ça m'arrivait autant. J'étais vraiment en grosse hypo, mais je m'étais dit, va au moins au semi pour l'aider. Enfin, voilà, j'étais quand même lièvre. Et je commence à déchirer. Du coup, j'avais mon gel sur la bouteille. Je commence à déchirer le gel pour l'ouvrir. Sauf que je l'avais strappé au mauvais endroit. J'ai dit, bon, je bois. J'ai jeté la bouteille d'eau. J'ai gardé mon gel à la main. Hop, je suis arrivé au semi. On était déjà au semi, du coup, parce que tout ça, ça prend du temps. Ouais. J'arrive au semi. Hop, je lui dis, allez, bon courage. Je m'arrête sur le côté. Là, j'ai pris mon temps pour ouvrir mon gel. J'ai pris mon gel après la course. Enfin, catastrophique. Si je me mets sur marathon, je vais m'entraîner au ravitaillement avant, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, juste avant de clôturer, tu me parles de marathon. On t'a vu en commentaire sur Instagram avec Valentin, où on l'a vu à la fin de son marathon à Valence, vraiment dans le dur. Et t'as dit, bon, je crois que je vais rester sur semi. C'est un objectif quand même, le marathon? Oui, ça sera un objectif un jour. Enfin, j'adore, vraiment, je me répète, mais j'adore la route. Je trouve ça super fun. Mais voilà, d'abord, je fais ce que j'ai à faire sur la piste. J'ai envie de battre des beaux chronos sur toutes les distances que je fais. Mais un jour, je viendrai sur marathon normalement. Mais pas pour le moment parce que j'ai pas encore la résistance et j'ai envie de progresser sur du plus court. Mais oui, c'est sûr que Valentin, après avoir échangé avec lui, bon, on se pose des questions derrière. Justement, il a eu des soucis de ravitaillement. Et c'est pour ça que aussi, on va s'entraîner à prendre des ravitaillements si un jour je dois faire un marathon. On n'y pense pas forcément, mais au final, c'est tellement important, ces ravitaillements. C'est tellement important et enfin, il y a tout qui rentre en jeu. Le marathon, c'est long, 2 heures d'effort, c'est à une intensité hyper élevée. On se rend pas compte de la dépense énergétique qu'on a. Sauf que c'est tout un art d'attraper sa bouteille, d'ouvrir son gel, de le prendre. Enfin, c'est tout un art, c'est une habitude. Ouais. Et après, voilà, pour l'exemple de Valentin, je pense qu'il s'était entraîné. C'est pas, en plus, il a loupé, c'était même pas de sa faute, c'est que sa bouteille était tombée. Mais moi, j'étais catastrophique à attraper une bouteille. Donc, Après, quand c'est la première... Enfin, Valentin, c'est son premier marathon aussi. Voilà, c'est des choses... ça t'aide aussi par la suite à pouvoir changer et t'entraîner par rapport à ça. C'est ça. Et c'est en voyant les autres faire où moi je me dis, on se rend compte aussi de l'extérieur l'importance du ravitaillement. Enfin, et je l'ai vécu du coup même si j'ai fait 15 000, je l'ai vécu que le ravitaillement c'était important. Tu t'en souviendras en tout cas. Ça.
Alors aujourd'hui, ce qui te permet de réussir et de vivre aussi de la course à pied, c'est évidemment les sponsors. Il y a notamment ASICS, donc qui te fait confiance maintenant depuis quelques années. On va donc passer à la troisième et dernière partie de ce podcast pour en apprendre davantage et parler produits. Alors, pour commencer, déjà en termes de chaussures, rotation chaussures, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Qu'est-ce que tu utilises, que ce soit pour l'entraînement, la compétition, tes footings, enfin voilà, c'est quoi un peu ta rotation? Du coup, dans ma rotation de chaussures, je vais avoir pas mal de chaussures. Pour les séances, je vais utiliser la Metaspeed Sky Plus. Donc voilà, la chaussure de compétition actuelle. Ça sera pour mes séances de long et mes footings actifs rapides. Après, je vais avoir... donc, je fais un peu dans l'ordre des modèles. Je vais avoir la Magic Speed, donc la toute dernière, la 3. Pour les séances plutôt plus courtes sur la piste, mais allure VMA, des choses comme ça. Et après, pour mes footings lents, je vais avoir la Nimbus 25. Donc ça, c'est vraiment... Franchement, depuis l'hiver dernier, ça nous a bien changé la vie parce que c'est un confort. Maintenant, quand on double, on n'a plus mal nulle part. Donc ça, c'est vraiment mes chaussures. La Nimbus 25, c'est vraiment celle avec laquelle je double quasiment tout le temps. Ou sur, comme j'ai dit, mes footings longs et un peu lents. Je cours avec ce modèle-là. Et après, j'ai la Nova Blast. Du coup, j'avais la 3. Maintenant, j'ai la 4. Où ça, je vais faire mes footings actifs, pas forcément trop rapides. Et mes footings longs, voilà, où j'ai envie d'avoir un peu de sensation quand même. Mais voilà, un peu dans ma rotation de chaussures, c'est ces paires qui sont les plus présentes au quotidien. Et maintenant, dans toutes ces chaussures-là, au niveau plutôt là, on va dire ciblé entraînement, c'est quoi ta chaussure préférée pour l'entraînement? Si je dois... La chaussure entraînement, c'est compliqué. Enfin, ça dépend comment... Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir plusieurs paires. Mais si je dois choisir une seule paire pour l'entraînement, imaginons demain, je pars en stage. J'ai le droit qu'à une seule paire dans ma valise. Je vais prendre la Nova Blast à coup sûr parce que, comme j'ai dit, je peux tout faire avec. Donc, je peux faire des footings actifs. Je peux faire des footings de récup. Donc, avant la Nimbus 25, la Nova Blast, c'était mes chaussures de récup parce qu'il y a ce moelleux, il y a ce confort, il y a cette semelle assez épaisse. Ouais. Enfin voilà, donc je vais prendre ça et je peux même aller vite. Enfin, moi, c'est juste que je prends des paires qui sont plus légères. Mais en reprise, je fais des fartleks avec les Nova Blast. Oui, c'est clairement une chaussure avec laquelle on peut quasiment tout faire si on n'a pas forcément d'autres sur soi. C'est la chaussure avec laquelle vraiment on peut tout faire. Mon père, il m'avait demandé une paire. Je lui ai dit, prends la Nova Blast, hein, t'as qu'une paire, donc prends celle-ci. Alors, justement, là, tu me parlais, tu avais la 3, maintenant la 4. La 4 est sortie donc le 1er décembre. C'est un modèle, donc, comme on a dit, d'entraînement, hyper confort, dynamique. On est sur un drop ici de 8 mm, 252 grammes. Du coup, ça, c'est un modèle maintenant que tu as déjà utilisé sur les autres générations et c'est un modèle maintenant que tu utilises aussi sur pas mal de tes séances. C'est ça. Là, il y a vraiment la Nova Blast 4, il n'y a pas une énorme différence avec la 3, mais il y a j'ai l'impression ce petit confort en plus où ça va être plus agréable, un peu plus de moelleux, un peu plus de stabilité aussi. Et pourtant, en tout cas, dans la sensation, elle va être plus dynamique. Donc, tu as dit que c'est une chaussure d'entraînement pour quelqu'un tout public qui va courir sur des allures peut-être à 45-50 minutes au 10 km. Pour moi, c'est une chaussure de compétition maintenant. Enfin, ça peut être une chaussure de compétition. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas la laisser que dans la phase entraînement. Bien sûr. Parce que le grand public, il n'a pas de chance, il n'a pas la chance toujours d'avoir une chaussure pour la compète, une chaussure pour l'entraînement. C'est vraiment où ce dynamisme-là qu'on retrouve et ce confort-là, où pour moi, pour le grand public, c'est la chaussure idéale. Oui, c'est si maintenant, je sais pas, quelqu'un fait 40-45 minutes au 10 ou va faire, je sais pas moi, 3 € marathon, c'est une chaussure qui pourrait totalement lui convenir et on n'est pas forcément obligé de partir sur du carbone par rapport à ça. Ah non, après si on a la chance, c'est sûr que le carbone il est intéressant. Bien sûr. Mais par exemple, moi je fais des footings je peux être à 18-19 à l'heure avec cette paire-là.
Et j'adore. Vraiment, elle est légère. Et pourtant, c'est assez fou. Mais pourtant, des fois, quand j'ai mal aux jambes, après une séance, le soir, je dois faire footing. Voilà, les jambes, on sait comment c'est compliqué. Et c'est une paire où je vais retrouver tout le confort dont j'ai besoin. Donc Donc, je saurais même pas la catégorie, la mettre dans une catégorie du coup. donc c'est aussi le genre de chaussure avec laquelle tu vas faire maintenant, comme tu dis, les fartleks, ce genre de choses, sans problème. Ah oui, largement. Vraiment largement. Et maintenant, ils ont un peu changé le grip dessous. Et du coup, ça va être mieux que la 3. Parce que la 3, on pouvait peut-être de temps en temps un peu glisser. Là, avec le grip un peu amélioré, ça va être mieux. Le confort, plus de stabilité. Ça pouvait être peut-être si on doit, des fois, avoir peut-être un petit avis négatif, un petit point à améliorer, c'est peut-être la stabilité. Et là, franchement, sur l'avant du pied et tout, la stabilité, elle est Top. top. Et c'est un modèle que tu vas utiliser uniquement sur route ou qui peut aussi justement être mis, que tu vas mettre par exemple sur les petits sentiers assez propres, ce genre de choses? Ah, moi, je cours sur route, mais j'adore aller en forêt. Ouais. Et du coup, je vais clairement te dire que dans la forêt, c'est très bien. Franchement, sur les sentiers et tout, moi, j'ai jamais eu de soucis. D'où le grip dont tu me Et parlais. en plus, là, du coup, avec le nouveau grip, là, ces derniers temps, j'ai plutôt couru sur route, donc j'ai pas pu la tester vraiment à fond en forêt, mais vu que le grip est renforcé, ça va être encore mieux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour parler un petit peu chaussures globales, on va dire, chez ASICS, tu me parlais aussi maintenant de la Metaspeed Sky Plus. Il y a 2 modèles, il y a la Sky Plus et la Edge Plus. Selon les coureurs, des athlètes élites aussi, certains vont préférer la Edge, d'autres plutôt la Sky. Toi, c'est vraiment plutôt la Sky? Moi, c'est vraiment plutôt la Sky. La Edge, j'avoue qu'avec ma foulée, ma pose de pied, c'est pas une chaussure que j'apprécie. Enfin, en tout cas, Elle te correspond elle moins. me correspond pas. Et c'est comme on a dit, s'il y a 2 modèles entre guillemets identiques sur la performance, mais au niveau de la conception qui est un peu différente, c'est que vraiment il y a 2 types de foulées. Et moi, c'est plutôt vraiment c'est la Sky que je préfère. Et tu avais essayé aussi la Edge et du coup, vraiment, tu sentais vraiment une grosse différence entre les deux? J'avais essayé, du coup, je la reteste de temps en temps. Peut-être que des fois, je me dis c'est juste une Ça impression. va changer. Mais non, moi, la sensation, je me sens vraiment mieux dans la Sky que dans la Edge. Et donc ça, c'était vraiment le côté un peu plus typé compète. Tu me disais que tu la mets aussi sur tes sorties longues. Tu mets donc quand même, on en parlait avant du côté carbone, tu mets quand même beaucoup plus maintenant de chaussures carbone sur tes entraînements. Je mets beaucoup plus donc, pour mes séances notamment. Et mes sorties longues, là par exemple, depuis la reprise, j'ai mis que la Nova Blast en sortie longue. Mais quand je commence à avoir des sorties longues avec peut-être des intensités à 30, 40 minutes, avec des allures qui commencent à être à 19, 19,5, voire 20 à l'heure, je mets quand même la carbone parce que il y a un confort, il y a une économie où le lendemain on a quand même moins mal aux jambes. Mais par contre, oui, si un jour je vais avoir une sortie longue un peu plus tranquille avec des allures à 17, 18 à l'heure, la Nova Blast, c'est presque ce que je préfère parce que la carbone, elle a quand même cette recherche de performance et du coup on est un peu pour être encore plus confortable. Moi je trouve qu'une Metaspeed, je suis plus confortable à 20 à l'heure qu'à 17 à l'heure. Oui. Donc il y a ce raisonnement là et vu que maintenant je progresse et que je commence à avoir des allures plus souvent en sortie longue à 19, 19,5, 20 à l'heure, c'est pour ça que je mets plus la carbone aussi. Et donc toujours en restant sur ASICS, je disais avant, ça fait maintenant quelques années que tu es sponsorisé par ASICS. Toi, tu as pu suivre l'évolution de tous ces modèles-là. T'en penses quoi de tout ça? Franchement, du coup, j'ai la chance d'être chez ASICS, je crois, depuis 2019. Ça va commencer à faire quelques années déjà. Et chaque année, en fait, chaque année, on se dit... par exemple, j'ai été là au moment de la sortie de la Nova Blast. Et je m'étais dit, mais trop bien le modèle. Et en fait, chaque année, quasiment chaque année, il y a un nouveau modèle qui est là pour nous surprendre. Et en fait, on se demande comment on peut faire mieux l'année suivante. Et en fait, peut-être on va trouver une amélioration sur la Nova Blast. L'année dernière, c'était peut-être une grosse amélioration sur la Nimbus. Il y a toujours un modèle où maintenant, moi, dans ma rotation de chaussures,
je peux même pas faire de choix parce que j'adore tous les modèles. Et franchement, on a une chance de voir des produits de mieux en mieux et toujours mieux. Entre 2019 et là, fin 2023, il y a, je trouve, une différence de performance et de qualité de produit. Elle est énorme. Enfin, après, voilà, c'est peut-être le temps, aussi le monde qui fait ça actuellement. Mais là, si on doit comparer les modèles, oui. En plus, j'ai eu la chance de tester toutes les étapes des évolutions. Ouais. Donc, franchement, c'est top. Et même au final, avec les chaussures à pointe, on le voit ces derniers mois, les chaussures qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait encore il y a 2 ou 3 ans. Et on le voit, tous les athlètes ont réussi aussi à perfer cette année. Alors, il y a forcément, évidemment, l'entraînement qui est la grande partie de la réussite. Mais les chaussures font quand même quelque chose. Ah ben ça, c'est sûr que là, les pointes, il y a aussi une grosse évolution là-dedans. Mais comme en 2019, il n'y avait pas encore le carbone. Enfin, c'est dans tous les modèles. Voilà, quand je parle des chaussures, c'est aussi les pointes. Là, depuis quoi? Ça va faire peut-être 2 ans. Les pointes, les évolutions qu'il y a chez ASICS, là j'ai la chance de pouvoir tester des paires, que ce soit pour du court ou pour du long. C'est ultra performant. Et justement, chez ASICS, qu'est-ce qui te plaît, on va dire, sur cette marque-là? Il y a les produits, les valeurs que la marque véhicule. C'est quoi un petit peu? Moi, quand on me pose la question, je dis souvent la chose que j'adore chez ASICS, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu une famille. Enfin, je vais pas avoir peur d'envoyer un message. Et j'ai l'impression que c'est vraiment c'est une marque énorme. C'est international. Mais on a l'impression que c'est à l'échelle un peu famille. On se connaît. On a l'occasion d'échanger quand même régulièrement ensemble. Et on se sent considéré dans la marque. Ils prennent en compte nos retours. Ils nous posent. Enfin, voilà, vraiment, si je dois utiliser on se sent considéré et on se sent important dans la marque. Et ça, franchement, j'adore me sentir bien, ne pas avoir peur. Je vais pas en compétition avec la boule au ventre parce que, punaise, si je perf pas, ASICS, non, pas du tout. Si je perf, ils sont les plus heureux du monde. Et si je perf pas, ils vont pas me taper sur les doigts, ils vont plutôt me dire qu'est-ce qui s'est passé, enfin ça va, être là pour nous en fait, ils sont là pour nous. Et voilà, j'ai pas cette pression-là de me dire si j'ai pas perfé pendant 3 mois, c'est grave. Non, pas du tout. Et même au final, dans le processus d'une fabrication de chaussures, est-ce que vous êtes justement, par rapport à ça, impliqué? Vous pouvez donner un peu vos retours, ce que vous pensez, si maintenant il y a quelque chose qui vous convient moins, le dire et prendre en compte tout ça? C'est ça. Moi, j'ai l'occasion de temps en temps de tester des prototypes. Et même sur des modèles qui sont sortis, des fois, j'ai eu l'occasion de donner des retours. Et ça, c'est justement, encore une fois, on se sent vraiment concerné dans la marque. On se dit, on participe aussi au retour produit. Au final, quand on court avec la chaussure, même si elle est sortie, on est comme un client. Si on a un retour positif ou négatif, au lieu de mettre des commentaires sur les réseaux, voilà. Nous, on va le donner directement aux personnes qui gèrent les produits ou des choses comme ça. Et même les prototypes, des fois, on se dit, cette paire, on l'a testée avant tout le monde. Et on a pu peut-être, sinon on a donné un commentaire, mais que 10 autres personnes ont donné le même commentaire, on a participé au fait qu'ils changent, je sais pas, peut-être le lassage, peut-être, ils ont diminué l'épaisseur. Non, franchement, ça, moi, j'adore de vraiment participer. Et tu le disais toi-même, c'est un peu comme une famille et ça se retrouve aussi avec notamment ce qu'on disait avant, le Shoujo Camp à Font-Romeu, ce centre qui a été conçu exprès pour les athlètes et de pouvoir se retrouver tous ensemble. C'est ça, en fait. Du coup, quand on est au chalet, c'est un peu comme une famille, hein, on vit tous ensemble, on est là, on mange ensemble. Des fois, on s'entraîne ensemble, on discute, on regarde la télé, on regarde un film avec des pop-corn tous ensemble. Enfin, ouais, c'est une famille. C'est une bonne. En fait, c'est vraiment une bonne ambiance. Bon, en tout cas, le podcast touche à sa fin. Ça a été un plaisir de t'avoir à nos côtés. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça a été enrichissant. Mais comme j'ai l'habitude de le poser à chaque fois, est-ce que toi, tu as peut-être un
petit dernier mot à faire passer, un conseil à donner à nos auditeurs? Un petit mot, qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, si je dois terminer sur un peu tout ce qu'on a discuté, notamment la philosophie de l'entraînement, il faut avoir confiance en soi, avoir confiance si on a un coach, avoir confiance en son coach. Voilà, avoir confiance à ce qu'on fait au quotidien et tôt ou tard, ça paiera. Le message, il est passé. Merci à toi. On te souhaite donc une belle continuation avec de beaux objectifs qui arrivent pour 2024. Merci à Iron et ASICS qui ont donc sponsorisé ce podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Call Room. Merci à toi, Étienne. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Call Room, podcast imaginé et créé par Runix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.